les bienvenus à l'ITMD en 2024. Nous avons plein de masterclass et de conseils d'orientation. Donc, n'hésitez pas à nous suivre sur notre site. Ce jour, François Gagné va être enregistré et nous le partagerons sur notre YouTube de l'ITMD. Dominique, je te laisse la parole pour Tu veux introduire. qu'on commence? Peut-être un mot sur l'ITMD avant de commencer. Donc, Jean-Pierre, tu as dit qu'on allait avoir des masterclass et des conseils d'orientation sur l'année 2024, effectivement. Euh, Peut-être, ou alors Alain peut dire deux mots en tant que président d'honneur sur l'ITMD. Ou sinon, je le ferai Oui, volontiers. vas-y, n'hésite pas, garde la parole. Garde la parole. Oh, d'accord, ce sera plus simple. Donc, l'ITMD, c'est un institut du travail et du management durable, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, qui a comme caractéristique de s'intéresser aux questions du travail, vraiment du travail au sens de l'activité, et qui a comme caractéristique assez unique de réunir à la fois des chercheurs, des opérationnels, des consultants et des syndicalistes, et de regarder avec ces différents points de vue un certain nombre de questions sur le travail, que ce soit des questions d'actualité ou des questions plus générales. On a lancé les masterclass après le confinement, ayant appris justement à travailler à distance. Et le principe des masterclass est d'écouter le point de vue d'un chercheur ou d'un opérationnel ou d'un témoin sur les questions du travail et, et de l'entendre pendant à peu près 45 minutes et d'avoir ensuite un temps d'échange de questions-réponses avec lui sur ce qu'il aura pu présenter. Il y a l'idée d'un point de vue particulier. On dit souvent que l'ITMD est un lieu de controverse, mais en l'occurrence, les masterclass ne sont pas un moment de controverse. C'est ce qui permet de nourrir la réflexion des uns et des autres sur les questions du travail. Voilà pour l'introduction concernant l'ITMD, si vous voulez que je garde la parole. En tout cas, je voulais remercier François Granier d'avoir accepté d'animer cette masterclass ce soir à partir de son ouvrage qui est Le travail au temps de la pandémie. Alors, François, tu m'accordes un tout petit temps pour te présenter. Euh, donc, François Granier a une expérience professionnelle pour commencer au ministère de l'Agriculture et il est, en l'occurrence, à un moment responsable de l'Observatoire des études et des métiers. Et puis, il est surtout sociologue et il a travaillé avec le LIS, c'est-à-dire le laboratoire interdisciplinaire sur la sociologie économique. Tu me corriges si je traduis mal les acronymes. Et puis ensuite avec le LSCI, c'est-à-dire le laboratoire de sociologie sur le changement des institutions que pilotait Renaud Saint-Solieu. Il est aussi il a été jusqu'à très récemment membre du comité de rédaction de la revue Sociologie pratique et il a rejoint la compagnie Pourquoi se lever le matin, dont on parlera bien évidemment en 2020. Son ouvrage présente une originalité. Alors d'abord, son ouvrage parle quand même d'une actualité qu'on peut apprendre, ce qu'on a pu apprendre du travail pendant la pandémie et du télétravail de façon plus générale. Et il s'appuie sur une approche qui est l'approche de la compagnie Pourquoi se lever le matin, que je pense, François, tu décriras plus précisément que moi. L'idée de son intervention, on va la structurer en trois temps. Un premier temps qui est justement pourquoi et comment cet ouvrage et quelle est son originalité précisément en s'appuyant sur les récits de travail que produit la compagnie Pourquoi se lever le matin, le travail mis en mots en quelque sorte. Donc François nous expliquera le principe de ces récits de travail, comment ils sont collectés et construits. Dans un deuxième temps, à partir de l'ensemble de récits de travail qui ont été produits par la compagnie Pourquoi se lever le matin, François a fait un très gros travail d'analyse à partir de grilles de lecture sociologique pour analyser ces résultats et en tirer un certain nombre d'enseignements. Donc, on rentrera dans le cœur du sujet sur ce que l'on peut apprendre du travail au temps de la pandémie à partir de récits de travail, c'est-à-dire à partir de paroles de salariés qui ont vécu cette situation. Et puis, dans un troisième temps, il nous proposera un certain nombre de scénarios pour penser le futur et pour penser le travail de façon plus générale.
voilà le programme que l'on vous propose. Il est 18h40. François, tu as la parole pour commencer, si tu en es d'accord. Voilà, et si tu le permets, je me permettrai à certains moments de t'emmener peut-être ton intervention. Bien. Bah, écoutez, d'abord, un grand merci à toute l'équipe de l'ITMD et particulièrement à toi, Dominique, puisque tu as été particulièrement présente pour préparer au mieux cette séquence. Si, voilà. En tout cas, Merci. je l'affirme ici et comme j'ai la parole, je maintiens. Donc, merci aussi à vous qui avez pris un peu de votre temps pour nous rejoindre à distance. J'y suis particulièrement sensible. Alors, comme l'a introduit Dominique, je crois que ce qu'il faut bien préciser en amont du cœur de mon intervention, c'est que ce que je vais vous présenter, c'est pas du tout mon opinion sur le travail à distance, ni le point de vue collectif de notre association, la compagnie Pourquoi se lever le matin. Ce que je vais essayer de vous rendre compte, au-delà de l'ouvrage, c'est effectivement de ce que nous avons pu recueillir, c'est-à-dire les 55 entretiens que nous avons recueillis collectivement à distance pour à peu près 85% des entretiens, puisque les entretiens ont été conduits entre mars 2020, c'est-à-dire le début du confinement, jusqu'à juin 2022. Voilà, donc voilà une période de 18 mois avec assez massivement plutôt des entretiens au début de cette période, et puis nous avons fait tout au long de cette séquence de grosso modo 18 mois, nous avons fait soit des retours vers nos premiers interlocuteurs pour avoir une vision un peu synchronique, et puis nous avons fait des entretiens tout à fait à la fin pour effectivement avoir une vue un peu plus à distance. Donc, ces 55 récits, ce n'est pas un échantillon représentatif. Nous n'avons absolument pas cette prétention. C'est un échantillon que nous considérons significatif, hein. Vous pourrez m'interroger sur la composition, je reviendrai si vous le souhaitez. C'est un échantillon qui nous paraît quand même significatif, significatif de la diversité des situations, puisqu'on y trouve d'un jeune lycéen de 17 ans jusqu'à un bénévole dont je tairai le nom, mais vous imaginez qu'il avait pris sa retraite depuis un certain temps. Et voilà. Et puis en termes de statut professionnel, des salariés, des professions libérales, etc., etc. Donc, ce que je voulais pointer avant de rentrer dans le détail, c'est que notre entreprise est assez originale, je dirais, du point de vue sociologique, puisque l'ensemble des lecteurs et vous-même, explicitement, vous avez intégralement accès à la totalité des entretiens. C'est-à-dire que non seulement vous n'avez pas que des verbatims, je vais en utiliser un certain nombre ce soir, j'en ai utilisé assez massivement dans l'ouvrage, mais vous avez accès à l'intégralité. Donc, il y a une espèce de double lecture possible, hein. Un verbatim vous interpelle, il dit, pourquoi il dit ça? Je ne comprends pas, il est cité à mauvais. Vous allez pouvoir aller, en passant sur le site de la compagnie, lire l'intégralité du discours de Pierre, de Dominique ou d'Anne-Laure. Voilà, donc ça me paraît être un point de vue important à signaler. C'est une expérience qui, moi, de mon point de vue, me paraît assez exceptionnelle dans le champ des études sociologiques. Et donc, c'est légitime que vous fassiez éventuellement ces allers-retours pour aller dans la controverse, contredire ou me pousser plus loin dans les analyses que j'ai pu formuler. Voilà, je vais utiliser un diaporama, donc je vais disparaître pendant quelques instants, mais sachez que ce diaporama, l'ensemble des personnes qui sont présentes ce soir, vous en serez destinataires, vous pourrez l'utiliser, bah, avec la mention classique, hein, sous réserve d'en mentionner l'origine, je dirais, par honnêteté intellectuelle. Voilà, donc je vais dérouler effectivement les 3 temps qu'a annoncé Dominique, et nous aurons, je l'espère, un temps de questions, et j'espère que vous aurez une exigence dans les questions. J'aime bien les questions difficiles. Voilà. Alors, c'est là que nous allons passer au diaporama. Voilà, je pense que le diaporama s'affiche. D'accord? Oui, je crois qu'il s'affiche. Tout le monde le voit. Oui, oui. D'accord. Très bien. Donc, nous sommes ce soir donc, en compagnie, bien sûr, de l'ITMD et de la compagnie.
et je suis donc le représentant, puisque c'est moi qui ai lancé l'idée à un moment donné de faire une espèce de lecture transversale des 55 entretiens. Alors, l'ouvrage, donc, on va avoir les 3 temps que Dominique a énoncés. Je vais passer assez rapidement sur le pourquoi et le comment. Vous aurez tout le loisir, bien sûr, de poser des questions, mais on va réserver, si vous voulez bien, l'essentiel du temps qui m'est alloué au point 2 et au point 3. Petit Néanmoins, rappel. c'est vrai que la compagnie a une démarche tout à fait originale. Oui, absolument. Et donc, la compagnie naît, je dirais, presque juste avant le confinement. Et ses finalités, elles sont de mon point de vue, hein. Je les rejoins presque immédiatement grâce à un parrain bienveillant, qui est d'ailleurs présent ce soir, je parle sous son contrôle. Donc, elle a 2 objectifs, c'est recueillir des récits de travail et les mettre en mots, et d'autre part, favoriser des échanges. Et la séquence que nous avons ce soir est tout à fait emblématique de ce que nous souhaitons, réaliser. Voilà, donc ça c'est l'article 2 de notre association. Rentrons, si vous voulez bien, dans le pourquoi et le comment. Donc, nous faisons des entretiens en visio, essentiellement, 45 à 75 minutes, bon, avec bien sûr des personnes qui sont tout à fait partantes, hein. Et puis, il y a la mise à plat de l'entretien. Donc, vous voyez, c'est un travail un peu, ce que j'appelle moi un peu le pain noir. Et à partir de la bande, on essaie de transcrire quasiment intégralement l'interview, soit l'intervieweur, soit un membre de notre association, et on fait une mise en mots, c'est-à-dire qu'on va essayer, à partir du texte qui a été prononcé, arriver à un texte de 9000 à 12 000 signes, c'est-à-dire 3 à 4 pages dactylographiées en police 12, si vous voulez. Ensuite, ce texte est relu, la mise en mots première est relue par 2 compagnons, et ils vont faire des suggestions, des propositions, disons là, c'est pas clair, là, on en voudrait en savoir plus, là, au contraire, sur sujet. Et donc, nous allons ensuite envoyer ce texte, relu donc par 2 d'entre nous, à l'interlocuteur, qui va avoir à le lire, et donc il a un droit, je dirais absolu, j'allais dire pour être un peu excessif, un droit de vie et de mort sur la proposition. Il peut l'amender, il peut ajouter des choses, il peut retrancher, il peut modifier l'ordre des paragraphes, et puis il peut dire, eh bien écoutez, moi en définitive, je veux pas être publié. Bon, on a passé un bon moment, mais bon, on en arrête, on stoppe là le travail. Un certain nombre d'interlocuteurs ont demandé que l'anonymat soit particulièrement renforcé. C'est notamment le cas des personnes qui travaillent dans le domaine hospitalier, puisque là, nous avions eu des récits qui, notamment dans les premiers temps, faisaient état effectivement de situations de situations de travail qui posaient, je dirais, sur le plan éthique, un certain nombre de questions. Et donc là, nous avons été assez vigilants avec nos interlocuteurs pour éviter, parce que ça nous a été signalé, des retours de bâton d'un certain nombre de dirigeants qui n'appréciaient pas que l'on dévoile effectivement un petit peu, je vais paraphraser Marcel Proust, la cuisine de l'hôpital. Donc la mise en mots, pourquoi? Eh c'est parce que nous souhaitons effectivement mettre en valeur nos interlocuteurs, et il ne s'agit pas de faire un simple lissage sémantique, d'enlever les scories, mais de mettre en avant notre interlocuteur, et cela passe en termes d'écriture par la mise en avant du jeu, et on va essayer d'exclure les « on » qui sont très fade, et on va expliciter les nous. Les nous, c'est qui? C'est le collectif de travail, c'est un ensemble de personnes, c'est la famille. Et donc, on va essayer aussi de valoriser dans tous ces verbatims les formules caractéristiques, hein, notamment les termes propres aux activités, le jargon. Et puis, parce qu'elles éclairent les situations de travail, et on essaie, vous le verrez sur le site, d'illustrer les propos recueillis, enfin la mise en récit par 2 ou 3 clichés qui sont confiés, c'est ce que nous souhaitons dans l'idéal, par nos interlocuteurs. À défaut, on essaie de trouver des photos qui vont pouvoir aider à, j'allais dire, l'immersion dans le récit de travail de nos interlocuteurs. Donc, on a 55 entretiens, donc mars 2020, juin 2022, pardon, 85% à distance. Effectivement, ceux qui ne sont pas faits à distance, c'est plutôt les entretiens faits sur la fin, où les confinements étaient levés. Et donc, vous avez, je n'énumère pas, vous avez un petit peu là l'échantillonnage, hein, des personnes que nous avons rencontrées.
Et donc, nous avons en juin 2022 un corpus de 52 000 signes. Voilà. Donc, c'est quand même un 520 000. Tu as corpus marqué important. 520 000. Voilà, un corpus de 520 000 signes, pardon, 520 000 signes. Alors, se pose la question de comment faire pour faire une lecture sociologique. Moi, j'ai eu au départ une hypothèse forte, c'était que le travail à distance, qui émergeait massivement, qui faisait irruption massivement à partir de mars 2020, était à lire comme un fait social total. Je reprends là la formule de Marcel Mauss, hein. Un fait total social, c'est une réalité sociale complexe et multidimensionnelle qui va influencer profondément les individus, façonner leur existence et donc avoir, je dirais, un effet, je reprendrai peut-être la formule plus tard, un effet cliquet. C'est-à-dire on ne revient pas en arrière. C'est-à-dire que bon, elle va avoir plus ou moins d'effets, plus ou moins massifs, mais en tout cas, l'effet en retour, le retour en arrière est, sinon impossible, en tout cas extrêmement limité. Voilà, il y a un effet un peu de pignon de crémaillère, si vous voyez ce que je veux dire, hein. On avance plus ou moins lentement, mais on ne retourne pas en arrière. Alors, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait pour, je dirais, traiter ces 55 récits? On peut les publier in extenso, c'est ce que la compagnie Pourquoi se lever le matin a fait, avec 15 récits conduits par une de nos collègues, avec des artisans qui ont boutique à Salers, dans le Cantal. Donc, on a une publication, hein, les artisans se racontent. Voilà, donc là, après une petite introduction, il y a les 15 récits qui sont livrés donc à nos lecteurs. Ça, c'est une première option. La deuxième option, ça a été de donner la parole aux différentes catégories socio-professionnelles. Là, les cadres, là, les opérationnels, là, les professions libérales, là, les enseignants. Alors, ça a été fait par deux de nos collègues, notamment Pierre Madiot, autour des personnels de la SNCF, hein. Et l'ouvrage, c'est Le train comme vous l'avez jamais vu. Et donc là, je vais dire, on va prendre le train et on va rencontrer le ou la guichetière, le conducteur de train, l'aiguilleur, la personne qui régule le trafic, etc., etc. J'ai eu une difficulté, c'était qu'effectivement, j'avais des catégories socio-professionnelles, mais relativement inégales, et pour certaines, ça aurait été un petit peu difficile de tirer quelques généralités à partir de 2 ou 3 personnes. Donc, il y avait une autre solution qui était d'écrire un récit. C'est ce qu'a fait Pierre Madiot, qui a suivi le cursus sous forme de récit de son épouse, qui était atteinte d'un cancer. Et donc, dans la clinique mutualiste où elle est accueillie, eh bien, il va nous raconter effectivement les différents temps de relation que lui et son épouse, et surtout son épouse, vont avoir effectivement avec les différents professionnels de la clinique, depuis effectivement la personne qui va l'accueillir jusqu'au manipulateur radio, en passant par l'aide-soignante, les brancardiers, le radiothérapeute, etc. Je dois vous dire que je n'ai pas du tout les compétences pour écrire un récit, je n'ai pas la fibre littéraire, même si j'aime par ailleurs lire. Et donc, comme l'a dit Dominique dans son introduction, j'ai eu la grande opportunité de travailler comme chercheur associé à partir des années 95-96 dans l'équipe copilotée Renaud Saint-Saulieu, donc au laboratoire de sociologie du changement des institutions. Et dans ce laboratoire était mise en œuvre une approche socioculturelle qu'on nomme l'analyse culturelle des institutions, qui a été formalisée donc par Françoise Piotet, qui était sa collègue qui enseignait à l'époque à Paris 1, donc à la Sorbonne, et par lui-même, donc qui était aussi donc directeur de ce laboratoire et par ailleurs prof à Sciences Po, où il animait un diplôme qui était ouvert essentiellement à des professionnels qui venaient là pour, je dirais, pour consolider leur capacité à analyser des situations de travail dans des institutions. Et la différence entre organisation et institution est intéressante parce que si je ne trahis pas la pensée de Renaud Saint-Saulieu, c'est que dans des institutions, il y a comme élément qui, je dirais, meut ces situations de travail, des valeurs, hein. Il n'y a pas simplement des éléments matériels. Alors, le modèle, je ne vais pas vous faire une leçon de sociologie, mais simplement parce que ça va structurer mon propos et ça va structurer ma lecture. On va commencer par essayer d'analyser les structures formelles, on pourrait dire les règles, hein, les règles qui régissent l'organisation, l'institution.
Et on va essayer de comprendre quelles sont les interactions qui se mettent en œuvre. Et là, donc, on fait une analyse des stratégies de pouvoir. Je dirais que là, pour ceux qui ont un petit peu connaissance des travaux de Michel Crozier et d'Erhard Frieberg, on fait un travail, effectivement, d'analyse stratégique. Hein, pourquoi, effectivement, des acteurs vont développer telle ou telle posture professionnelle, telle ou telle stratégie. Et puis dans un deuxième temps, et là on va se déporter plutôt sur les premiers travaux de Renaud Saint-Saulnieu, puis les travaux de Claude Dumas, on va se poser la question des identités professionnelles. Est-ce qu'il va y avoir des socialisations? Autrement dit, est-ce que ces interactions, si elles durent, si elles acquièrent une certaine pérennité, est-ce qu'elles vont créer des sociabilités semi-pérennes, voire pérennes? C'est-à-dire, on va trouver effectivement des communautés professionnelles qui vont mettre en avant des valeurs. Et là, donc, on va parler de culture au travail, de culture professionnelle. Et là où, de mon point de vue, les choses sont les plus intéressantes, les plus pertinentes pour comprendre les processus de changement, c'est qu'on va s'intéresser dans un troisième temps à savoir, oui, ces cultures émergent, elles poussent, elles veulent prendre, j'allais dire, si je paraphrase Crozier, elles veulent prendre le pouvoir. Eh bien, est-ce qu'elles vont être légitimes? Est-ce qu'elles vont s'installer durablement au point de bousculer les structures formelles et de prendre leur place? Autrement dit, les structures formelles de N-1, du temps N-1, vont être, je dirais, bousculées, vont perdre tout ou partie de leur légitimité au bénéfice des nouvelles cultures qui ont pris leur place et qui vont devenir effectivement la référence et qui vont devenir de fait les structures formelles. Voilà, donc on repart effectivement, si on a une vision un peu historique, on repart effectivement sur le bouclage du triangle SIC. Voilà, je mets un terme à ma petite leçon de sociologie pour entrer effectivement dans le cœur de mon propos. Premièrement, donc, on va s'intéresser aux normes, aux structures. Hein. Et je pose la question, est-ce que les normes sont le socle de toute organisation? Pour l'instant, je ne parle pas d'institution. Et pour résumer, je dis, elles bougent, oui, mais l'histoire continue. Autrement dit, vous avez déjà quasiment la réponse à la question. On va voir des normes qui vont être bousculées, mais je dirais les tendances lourdes nées de l'histoire des organisations et même des institutions demeurent. Elles sont, je dirais, plus ou moins mezzo-voce présentes. Et donc là, je vous livre quelques verbatim. Vous pourrez, comme je l'ai dit tout à l'heure, revenir sur les entretiens, la totalité des entretiens. Là, on a des sociétés où c'est plutôt dans un premier temps, et c'est massivement la situation, à quelques exceptions près, la surprise. Hein. On n'a pas préparé le passage au télétravail. J'ai une situation très claire dans une grande entreprise où effectivement, quelques dirigeants avaient anticipé en regardant très bien ce qui se passait en Italie. Vous vous rappelez, hein, la pandémie a surtout démarré en Italie, en tout cas en Europe. Et donc là, il y a eu un phénomène d'anticipation et il y a eu test des dispositifs de travail à distance. Mais sinon, le télétravail va devenir subitement et on passe à un télétravail forcé. Ça fragilise les interlocuteurs, ça fragilise les acteurs. Et là, je prends un exemple très lourd, hein, où on a une personne qui accompagne des jeunes qui sont en train de se réinsérer, qui ne disposent pas d'outils performants. Et donc, le confinement va fragiliser, va faire quasiment exploser le collectif d'apprentissage et va, je dirais, entraîner ce collectif à se réduire à la peau de chagrin, puisque sur un collectif au départ de 16 ou 17, seuls 3 vont pouvoir effectivement arriver à présenter leur diplôme, malgré les efforts de l'équipe de coordination. Alors, pendant ce temps de confinement, il y a des tentatives de contrôle de l'activité des salariés. Hein. Et donc là, on a un verbatim, hein, un chef de projet qui va débusquer, qui va démasquer effectivement un cadre qui n'a pas compris ce qui se passe, hein, qui appelle benoîtement ses interlocuteurs, soi-disant pour leur dire bonjour, mais en fait, pour contrôler effectivement si effectivement ils sont à leur poste. Et effectivement, là, il y a, je dirais, un problème
problème de genre, puisque un certain nombre des personnes de son équipe sont des mamans. Et donc, être à 9 heures devant leur ordinateur, quand il faut déposer les enfants à l'école, c'est un petit peu difficile. Donc là, on voit un certain nombre je dirais, de pratiques qui vont être dénoncées, assez virulemment d'ailleurs, hein, assez virulemment. La tentation de mesurer et de chiffrer dans ces univers-là, que ce soit surtout dans les grandes entreprises, hein, arrive, hein. On va essayer d'avoir des indicateurs et là, Marc-Éric Mobilier, qui est prof au CNAM, a un regard assez lucide. Il dit oui, on peut avoir des indicateurs sur la présence, mais bon, ils ne disent rien d'un mot extrêmement important, d'une notion extrêmement importante qu'a cité Dominique, c'est-à-dire la notion d'activité. Qu'est-ce qu'on mesure, hein? Est-ce qu'on mesure? Est-ce qu'on mesure le nombre de clics? Un de nos interlocuteurs a dit, vous savez, il existe un petit logiciel qui fait croire à ceux qui nous regardent que notre souris bouge. Voilà, donc, tout est dit dans le dévoilement d'un certain nombre de ces pratiques de contrôle, de flicage, pour dire un de nos interlocuteurs. Alors, en synthèse, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport aux normes? Il y a de la sidération. Ça arrive très soudainement, hein. Vous vous rappelez qu'avant le confinement, un nombre extrêmement réduit de personnes travaillaient à distance. Enfin, dans l'univers de travail que je connaissais bien, il n'y avait que quelques personnes qui disposaient, je dirais, de certificats d'inaptitude au travail présentiel, des personnes qui étaient donc considérées comme lourdement handicapées, qui pouvaient travailler à distance. On observe des apprentissages inégaux dans les outils numériques. Et cet apprentissage, assez souvent, l'apprentissage de la pratique au travail se fait à partir de pratiques personnelles ou familiales. Il y a des transferts là de pratiques, et vous voyez, il y a aussi bien sûr des effets de génération, hein, voilà, entre, je dirais, les adolescents et les grands adolescents ou les jeunes adultes, et puis les professionnels plus largement engagés dans leur vie professionnelle. Il y a des tentatives de contrôle, et là je reprends en texto une interview du patron du MEDEF à un journal de l'Ouest qui dit le télétravail, c'est téléglandouille. Donc ça en dit lourd, hein, sur les perceptions d'un certain nombre de grands dirigeants sur le télétravail. Les cadres de proximité sont entre écoute et raidissement. J'aurais pu vous livrer un verbatim d'écoute d'un cadre qui, avant même de se poser la question des résultats professionnels, s'assure que personnellement, c'est son équipe qui est disséminée sur un territoire et peut effectivement rentrer en liaison avec lui et avec les cadres intermédiaires. Et puis on observe, et ça fait le lien avec la partie 2, des bricolages organisationnels qui sont montés à l'initiative des acteurs, hein, sont des initiatives. Bricolage organisationnel, je reprends le terme à partir des travaux de Norbert Alter, hein, qui évoque, lui, l'innovation ordinaire. Et ces bricolages organisationnels, ils sont assez massivement le fait des personnes, des salariés ou des professionnels libéraux qui sont en contact avec les bénéficiaires. Il y a quelques bricolages organisationnels, je dirais intra-organisationnels ou intra-institutionnels, mais quand on les analyse, s'ils ont lieu, c'est parce qu'il faut se mettre en équation avec les challenges, avec les défis que pose la continuité du service avec les bénéficiaires. Voilà donc pour ce premier point. L'image est un tout petit peu déformée. Voilà, donc petite page d'humour, hein. Brigitte, j'ai un problème, venez dans mon bureau, apportez-moi une solution. Ça, c'est vraiment la situation du cadre dirigeant qui est complètement pris au dépourvu par la situation. Analysons maintenant le deuxième pôle du triangle SIC, donc après les structures et les normes, voyons les interactions. Et j'intitule le sous-titre, c'est les interactions sont-elles le moteur des organisations? Autrement dit, fonctionnent-elles ou dysfonctionnent-elles à cause des interactions ou grâce aux interactions? Alors là, assez clairement et je dirais assez systématiquement, le premier réflexe, c'est le recours au téléphone. Voilà. Et donc là, on a une association d'insertion, la responsable d'une association d'insertion,
qui travaille avec des personnes qui sont effectivement des jardiniers, hein, en voie d'apprentissage. J'ai dit, voilà ce que nous dit cette personne. J'ai appelé tous les ouvriers afin qu'ils ne viennent pas au potager, mais je les ai contactés pour prendre des nouvelles, comment ils allaient, comment ils fonctionnaient. Cela a créé une relation différente. D'entrée, je dirais, un processus un peu d'empathie, comment ça se passe, comment vous gérez vos affaires, comment vos enfants, etc., etc. Les visioconférences s'installent puis se banalisent. Donc là, il y a des tâtonnements, hein. Alors, je vous épargne les séquences où effectivement on ne se voit pas, ça bug. Donc là, une institutrice, professeure des écoles maternelles dans un arrondissement de Paris, je dirais du nord de Paris, précisément, tant que je me souviens, dans le 18e, elle dit, ça a été tout un tâtonnement, et pour moi et pour eux. Quand elle dit eux, ce sont les élèves. Certains n'avaient pas d'ordinateur, mais sur tablette, parfois même sur téléphone portable. Et les enfants, donc c'était des enfants qui avaient 5 ans, 4 ans, 5 ans, ils disaient assez souvent, maîtresse, on ne te voit pas très bien. Donc c'était effectivement là des tâtonnements, et il fallait aussi réguler la parole. Et ce qui est intéressant dans cet entretien, c'est que on voit là se mettre en place tout un apprentissage chez ces jeunes enfants de ne pas parler tant qu'on ne leur donne pas la parole. Je veux dire, ils ont réintroduit l'apprentissage du présentiel dans les séquences à distance. Voilà. Alors, ce n'est pas du jour au lendemain, parce que là, effectivement, c'est quand même un peu surprenant pour ces très jeunes enfants, y compris d'ailleurs pour les parents, hein, qui n'ont pas été préparés je dirais, à accompagner leur enfant à ce type de séquence. Mais là, il y a un tâtonnement, et on arrive à mettre en place effectivement des logiques d'interaction qui vont permettre, bon an, mal an, bonne semaine après semaine, à des interactions qui vont être néanmoins pertinentes, hein, et des productions même qui sont très originales, hein, à distance. Donc là, si vous voulez rentrer dans ce qu'on peut faire mettre en place une chaîne YouTube, faire chanter les enfants à distance, leur apprendre des comptines, les faire dessiner, faire des jeux à distance. Là, on a une petite équipe, j'y reviendrai parce que là, il y a coopération. J'y reviendrai autour des valeurs. Euh, voilà, donc ça c'était ces visioconférences. Alors, quand on regarde un petit peu les pratiques professionnelles, j'en ai repéré 3. La première, c'est, je dirais, quasiment faire au mieux, quoi. Si je me permets, vous avez compris qu'à mon accent, je ne suis pas né à Dunkerque, même si j'aime beaucoup cette ville, mais plutôt au bord de la Méditerranée. Mais en Occitanie, on dit faire au mieux, quoi, hein, faire au mieux, comme on peut, quoi, hein, faire au mieux, voilà. Deuxième, faire au mieux, c'est avec les moyens du bord, quoi, hein. Mais en étant un peu, je dirais, conscient que des limites, quoi, et pas en faire trop, quoi, hein. Voilà, c'est un peu le démerdez-vos, hein, pour dire, comme on dit en Occitanie. On fait avec ce qu'on peut, voilà, on fait avec ce qu'on peut. Il y a un deuxième niveau d'engagement un peu plus important qui est faire aussi bien qu'en temps ordinaire. Donc là, il y a une norme intégrée de travail, de production, et les efforts sont orientés vers, eh bien, faire en sorte que les interlocuteurs, les bénéficiaires, que ce soit des clients, des commanditaires, des patients, des élèves, eh bien, ils aient quelque chose qui soit de même qualité, hein, de même qualité qu'en temps ordinaire. On va essayer de gommer les difficultés, les scories du travail à distance. Et puis, il y a un troisième niveau qui est, bien sûr, euh, un peu beaucoup moins fréquent, mais qui est notable et qui va durer. C'est ça qui est intéressant, c'est que là, on va avoir des processus qui vont durer, des processus de coopération. Et j'en prends un qui est totalement alors emblématique de cette logique. On est dans une PAS. Alors une PAS, c'est une structure, hein, qui va accueillir des personnes qui sont très éloignées de la santé. Bon, par exemple, des travailleurs migrants, des sans domicile fixe, qui n'ont pas encore accès, qui maîtrisent très très mal le français. Et donc dans une PAS, vous allez trouver toute la gamme des professionnels de santé, y compris des interprètes, qui vont effectivement prendre en charge globalement le processus d'accueil et de soins,
Avant, quand une fois que cette personne-là est, je dirais, un petit peu identifiée, qu'on a fait les premiers diagnostics, eh bien, le PINS, la coopération entre les acteurs du PINS va permettre effectivement à cette personne, à cet adulte en difficulté, d'aller vers l'hôpital avec un dossier qui va effectivement permettre une prise en charge plus pérenne, plus structurée. Voilà. Et donc là, si vous voulez, je dirais la situation extrême de tension et de difficulté pour ces personnes qui étaient vraiment en grande difficulté va au-delà, je dirais, de la logique initiale de ces structures d'accueil. Le monde de la santé, mais également dans le monde du commerce, on a vu effectivement des situations similaires où des coopérations, je dirais, émergent, se structurent et dans certains cas deviennent pérennes. Alors en synthèse, je dirais que le travail à distance a non seulement accéléré certains changements, mais aussi a bouleversé les interactions au travail. On ne travaille pas de la même manière quand on a son collègue de travail dans la même pièce ou dans le bureau d'à côté ou à l'étage au-dessus, que quand il faut prévoir, programmer des rencontres, hein. Et donc là, pardon, c'est ce que j'appelais l'effet cliquet, quoi, hein, que l'on retrouve d'ailleurs aujourd'hui dans les modalités de travail hybride. Les brouillages spatio-temporels, c'est-à-dire quand on travaille dans la même pièce et quand les repères de temps ne sont plus ceux que l'on avait avant, eh bien, très souvent, ça a généré fatigue et frustration, hein. Le tout à distance, dans un premier temps, il y a eu une espèce d'engouement. Ah, on a pu apprendre les transports en commun. Je peux travailler quasiment quand je veux, organiser ma journée de travail en prenant en compte mes contraintes personnelles et familiales. Il a été progressivement rejeté et du coup, les modes hybrides ont émergé et ont été plébiscités. Du type, quand est-ce que je retrouve mes copains à la cantine? Quand est-ce qu'effectivement on va pouvoir fêter l'anniversaire de l'un et de l'autre ou se réunir pour parler effectivement du dossier X qui nous préoccupe? Les acteurs qui sont de mon point de vue, en lisant les entretiens, sont les plus chahutés, ce sont les cadres de proximité. Ils sont confrontés à des remises en cause, parfois radicales, de leur mode de management. Et là, on peut se poser la question d'un mode de management qui était particulièrement bien installé dans un certain nombre de grandes organisations, voire d'institutions, c'est order and control. Parce que là, on voit bien qu'il y a un processus de prise d'autonomie chez un certain nombre d'acteurs et que là encore, comme je viens de le dire, l'effet cliquet joue et un certain nombre de ces acteurs ne vont pas accepter que les marges d'autonomie, parfois significatives, mais même parfois modestes, et je dirais à la limite même, surtout si elles sont modestes, que ces marges d'autonomie soient remises en cause. Et donc, et là, il y a un effet, je dirais, un effet retard qui est tout à fait intéressant, que j'ai découvert vraiment en lisant, en relisant les entretiens et en écoutant aussi attentivement ce qui avait pu être dit dans ce que nous avons appelé les entretiens post-cast, les entretiens post-scriptum, ou les entretiens faits vraiment sur la fin de notre période d'écoute. Ces temps, j'allais dire, d'isolement, où on était moins bousculé par ses collègues, le travail était moins haché, l'émission des chefs était réduite, on favorisait des temps de questionnement, des temps de réflexivité, je dirais presque des temps d'introspection, avec éventuellement le ou la conjointe, avec un collègue avec qui on est en écoute, sur le sens des activités. Et je dirais que là, un certain nombre d'activités qui étaient faites, je dirais presque mécaniquement, dans la pression du quotidien, vont être questionnées, vont être parfois remises en cause, mais en définitive, à quoi je sers, quoi? Est-ce que je vais perdre ma vie à faire ça, quoi? Perdre ma vie à la gagner, comme disait un certain nombre d'acteurs en mai 68. Voilà donc ce qu'on peut dire en synthèse sur les interactions. Ensemble à midi, oui, ok tout à l'heure, à l'appli cantine. Voilà, donc l'appli cantine. Il y a eu effectivement des applis cantines, des applis apéro, vous en avez peut-être organisé, vous avez peut-être participé, mais elles ont effectivement
vu leurs limites et comme je crois l'avoir dit, un certain nombre de nos interlocuteurs ont plébiscité et ont été ravis de pouvoir retrouver leur bureau, leur ordinateur et les temps de convivialité qui sont attachés effectivement à une journée en présentiel. Voilà. Alors, ils sont le troisième pôle de notre grille d'analyse. La culture, un ciment des organisations. Autrement dit, est-ce que les dimensions culturelles, il va falloir les définir, bien sûr. Est-ce qu'elles sont de nature, est-ce qu'elles sont suffisamment, je dirais, consistantes pour cimenter, donner de la consistance à ces organisations, à ces situations? Alors la culture, il y a des encyclopédies entières hein, sur la définition de ce terme. Et celle qui m'a paru assez explicite et pas trop jargonnante, j'allais dire à la limite, écrite par quelqu'un pour lequel j'ai une certaine admiration, c'est Milan Kundera qui nous a quittés donc l'année dernière. Et dans un entretien au Monde, donc un entretien assez ancien, il nous dit, et je crois que ça me paraît très, très en résonance avec les questions que nous nous posons, parce que qu'est-ce que c'est que la culture? Il dit c'est la mémoire du peuple. Bon, alors la mémoire du peuple, la mémoire de l'entreprise, la mémoire d'un collectif de travail, c'est la conscience collective, la continuité historique. Oui, on sait, on a conscience de d'où on vient, quoi. Hein. On n'est pas dans une espèce de bulle uniquement fixée chronologiquement. C'est un mode de pensée, de vie aussi réfère. Hein. C'est une espèce de socle de référence. Les livres et les tableaux ne sont pas que le miroir où cette culture profonde se reflète, se concentre, se conserve. Autrement dit, la culture, c'est pas simplement les objets culturels. Hein, c'est pas simple, ce sont les références que nous allons mobiliser pour nous situer, je dirais, socialement dans nos univers de travail. Alors, dans l'analyse culturelle des institutions, quels sont les indicateurs? Vous allez me dire, oui, la culture, mis par Milan Kundera, très bien, bravo, j'y adhère. Mais concrètement, comment on va faire pour les repérer, eh bien, Françoise Piotet et Renaud Saint-Saulieu, dans leur ouvrage, nous donnent effectivement des indicateurs précis. Il y a des rites au travail. Est-ce qu'ils changent? Hein? Par exemple, très concrètement, est-ce qu'on fête les promotions? Par exemple, dans certaines institutions, toute promotion donne lieu effectivement à un pot où celui qui a été promu voilà, offre effectivement un temps de convivialité. Il y a des tabous. Il y a des tabous, il y a des choses que l'on ne fait pas, que l'on ne dit pas, que l'on ne révèle pas. Par exemple, en France, il y a un tabou qui est très largement partagé, c'est le montant de sa rémunération. Dire ça, pour avoir été dans le début de ma carrière chargé de la gestion des personnels et avoir en main les fiches de poste d'un collectif de travail de plus d'une centaine de personnes avec des écarts très significatifs en termes de rémunération, je peux vous dire que j'avais effectivement un large sparadrap sur la bouche. Et je m'interdisais effectivement très scrupuleusement d'évoquer quoi que ce soit concernant les fiches de paie, d'autant qu'une partie significative était élaborée localement. Donc, c'est dire si la question était cruciale. Il y a des croyances, hein, il y a des croyances qui viennent effectivement, qui viennent souvent de l'histoire de l'organisation, de la culture professionnelle. On croit par exemple au progrès. On dit ben, les ingénieurs ont toujours raison. Et donc, comme ils ont réussi précédemment, eh bien, dans le projet qu'ils mettent en avant, eh bien, on leur fait confiance parce qu'ils ont réussi, même si on a le sentiment que ben là, cette fois-ci, ça va pas du tout marcher, on va à la catastrophe, quoi. Puis il y a des normes de sociabilité. Hein. Est-ce qu'on est dans le tu ou dans le vous, par exemple? Hein, c'est assez banal. Est-ce qu'on s'interpelle avec le prénom? Ben, voilà, il y a des normes, il y a des choses que l'on dit. Alors, il y a des normes aussi en termes vous avez tous noté, j'imagine, le quasi-abandon de la cravate. Hein, dans nos univers de travail, voilà, hein. Cette pièce d'habillement qui nous vient de Croatie, hein, qui était la marque des officiers de l'armée croate, elle est en train effectivement de quasiment disparaître. Et puis il y a des mythes, hein. Il y a des mythes auxquels on se réfère. Hein. Voilà, par exemple, pour évoquer un mythe dans lequel j'ai vécu pendant plus de 30 ans, c'était le mythe de Sully, au ministère de l'Agriculture. La plus belle salle s'appelait la salle Sully. Et
2 fois sur 3, quand il y avait des grandes réunions et comme il y avait effectivement des fresques de Puvis de Chavannes, hein, fin du 19e siècle, qui illustraient effectivement l'agriculture, eh bien, les réunions avaient lieu un peu sous les mains, effectivement, de ce grand ministre, et c'était facile pour les dirigeants de se référer à ce mythe qui était quasiment, je dirais, partagé par l'ensemble des personnels, y compris par les organisations syndicales les plus revendicatives. Voilà, alors des rites, bon, ben, la cantine, je vais passer, hein, très content de se retrouver à table. Alors, on a des pratiques, hein, il y a je crois que c'est, non, c'est pas dans ce verbatim, il y a une institution dans laquelle il va être organisé ce qu'ils vont appeler alors je cherche le terme, des cafés troquettes, c'est-à-dire où les personnes vont, la DRH va répartir le personnel par groupe de 4 de manière aléatoire, donc de différents services. Ça va être l'occasion à la fois de rencontrer des personnes qu'on n'avait pas forcément l'habitude de rencontrer et ils auront carte blanche pendant 1 heure pour faire ce qu'ils veulent. Alors, soit ils discutent du travail, et puis c'était tous les 10 jours, je crois, ou tous les 15 jours. Après, ben, il y en a un qui apporte un jeu de cartes, il y en a un qui apporte des devinettes. Voilà, donc il se crée une espèce de sociabilité à distance qui va participer au décloisonnement. Des tabous, alors là, des tabous, j'en ai sorti un particulièrement lourd, hein, qui nous est rapporté par un anesthésiste au cœur même de la pandémie, hein, quand les familles ne peuvent pas accompagner leurs parents en fin de vie. Et là, pour les soignants, c'est vraiment quelque chose d'extraordinairement dur, hein, parce qu'effectivement, ça fait partie, effectivement, je les dirais, d'un rite qui est à la fois un élément extrêmement fort de l'éthos du métier, quoi. Et ne pas pouvoir participer à cela, favoriser cela, ça pose question. Ça pose lourdement question. Alors, les normes de sociabilité, sentiment d'isolement, hein, là, on a un cadre responsable d'une structure d'audit dans le domaine financier avec des auditeurs qui sont des jeunes, essentiellement des jeunes auditeurs, hein, qui ont effectivement besoin de la présence un peu de leurs aînés pour être confortés, pour tester un peu des pratiques, pour poser des questionnements dans leur démarche, hein. Et donc, eux aussi travaillent à distance. Et donc là, ce responsable et toute la direction se mobilisent très fortement pour favoriser des échanges informels, pour pallier un peu à l'impossibilité de se retrouver à la machine à café, hein. Et là, il y a beaucoup d'humilité puisqu'ils disent, on n'a pas trouvé la solution, on a cherché des substituts. Et notre interlocuteur nous dit, les limites du travail à distance sont là. Il est, je crois, parfaitement lucide sur ce qu'il a eu à vivre et ce qu'il a eu à faire face. Voilà, donc là, on a aussi des mobilisations, hein, qui sont intéressantes. Là, on a un peu dans un univers très différent, une unité de fabrication dans une usine, hein, une cariste, hein, qui prend l'initiative, hein, d'être un élément un peu fédérateur, hein. Le patron dit, eh ben, il faudrait se trouver des solutions pour un petit peu renouer les liens. Et elle elle est aussi par ailleurs, tant que je me souvienne, déléguée du personnel, saute sur l'occasion et dit, ben oui, moi je suis tout à fait partante, je vais me mobiliser. Alors que bon, je dirais limite, c'est en plus de son travail. Alors en synthèse alors là je crois qu'il y a, voilà, non, c'est ça que je voulais. Donc, bonne ambiance, confiance, motivation, sont-elles bien cotées? Combien de ces valeurs, hein, et le salarié répond, elles n'ont pas de prix. Donc là, c'est une manière d'illustrer effectivement le hiatus qu'il pouvait y avoir entre, je dirais, des normes et des valeurs anciennes, et puis celles qui sont émergentes. Alors, en synthèse finale, qu'est-ce qu'on peut dire? Je reprends le triangle, mais là vraiment en condensé de condensé. Les structures, les normes, elles sont bousculées, elles sont remises en cause, mais apparaissent aussi des bricolages organisationnels, des innovations. Et là se pose, on y viendra peut-être tout à l'heure quand on évoquera les scénarios, la question effectivement
de la reconnaissance de ces bricolages organisationnels. Qu'est-ce qu'on va en faire? Est-ce qu'on va les légitimer? Est-ce qu'on va les ignorer? Est-ce qu'on va les critiquer? Est-ce qu'on va faire en sorte qu'elles disparaissent? Parce qu'elles troublent effectivement l'ordre ancien. Donc là, il me semble qu'il y a un point de vigilance assez important parce que il met en jeu une conférence. Oui, des dimensions d'autonomie qui étaient d'accord, perçues. je suis arrivée à l'appartement. Ensuite, il y a les interactions, donc il y a la perte des pairs, le brouillage des frontières, temps et espace, hein, mais aussi la consolidation, parfois sous des logiques et des modalités assez originales, des liens avec le service que l'on doit aux bénéficiaires, quel que soit ce bénéficiaire. J'insiste, c'est pas forcément l'administré, c'est le patient, c'est l'étudiant, c'est l'élève, c'est le membre de l'association, c'est c'est le résident pour le facteur rural qui dit ben moi je dois faire la distribution du courrier, mon interlocuteur, cette dame attend son journal, il n'est pas question que je ne lui donne pas son journal tous les jours. Donc je fais l'effort d'eux. Et puis en termes de culture, on voit des coopérations entre pairs, une exigence d'équilibre de vie, ça a été, c'est quelque chose, je crois, là, qui marque la période que nous avons vécue. Le management de proximité et les finalités de l'organisation sont largement questionnées, quoi, largement questionnées. Ce qui ne veut pas dire qu'on a un basculement, une remise en cause fondamentale, hein, il y a pas une culbute. Donc, par rapport à mon hypothèse d'initiale, ce que je pourrais dire, c'est que le travail à distance est un fait total au sens de Marcel Mauss, c'est-à-dire qu'il irrigue bien toutes les composantes de nos sociétés, que ce soit les composantes professionnelles, c'est-à-dire le travail, mais également le hors-travail, et il a une dimension durable, c'est-à-dire qu'il y a, ces mouvements, ces inflexions, ces changements, voire ces ruptures, et bien, quand elles s'installent, il n'y a pas de retour en arrière, il n'y a pas de retour vers le passé. Mais il y a de la résistance et on va essayer de comprendre pourquoi. Voilà donc en synthèse le deuxième point. Et donc, qu'est-ce qu'on retient? La pandémie a significativement accéléré l'acceptabilité et l'essor du travail à distance pour des millions de travailleurs de tout statut, œuvrant surtout dans le secteur tertiaire. Et ça, je crois que c'est très important parce que je dirais que le travail à distance, tel qu'il a été instauré de manière brutale, il laisse de côté des pans entiers de la société qui n'a pas accès au travail à distance. Et donc là, je dirais qu'on a le risque, et je reviendrai peut-être dans les scénarios, d'une société duale, d'une société dans laquelle il y a ceux qui peuvent aménager leur temps de travail et leur temps au travail, et ceux qui vont rester durement contraints par des normes de présence. Et donc voilà, donc il y a ceux de la première ligne qui sont assujettis souvent à des activités pénibles, avec des horaires imposés ou décalés, avec en plus des statuts précaires. Et j'ajoute, pour terminer, dans ce tableau dual, que ce sont souvent des femmes, hein, dans le secteur hospitalier, dans le secteur du commerce, ce sont effectivement très souvent des femmes. Alors, la question que mes collègues, quand nous avions nos réunions, me posaient, me disaient, mais alors, François, tu vas, avec tout ça, avec tous ces matériaux, tu vas nous faire un scénario, tu vas éclairer nos lanternes et celles de nos lecteurs. Bon, il faut être réaliste et extrêmement modeste. Et donc, il me paraissait, c'est ma conviction extrêmement profonde, qu'il aurait été extrêmement présomptueux d'avoir l'ambition d'écrire un scénario. En plus, j'aurais été en totale contradiction, c'est pour ça que je vous ai cité l'article 2 des statuts de notre association. J'aurais été en contradiction totale avec l'objectif de notre collectif, hein, qui disent, hein, elle organise l'expression des travailleurs eux-mêmes sur leur travail. Si je déclare, si j'écris, si je formule un scénario, ben,
voilà, silence dans les rangs. Enfin, je caricature, mais je, je rends beaucoup plus difficile des débats, des controverses. Alors, quand je parle de cela, je pense que il y a deux dimensions. Il y a des débats pour chacun de nos lecteurs. À quoi ça m'amène en termes de posture professionnelle et de posture personnelle et familiale? L'introduction du travail à distance, totalement ou partiellement, ou l'absence de travail à distance. Donc, je dirais, il y a une dimension de questionnement qui est un questionnement individuel, mais et nous y aspirons, et j'espère que nous allons pouvoir le conduire, en tout cas en faisant un appel à ce genre de situation, inviter des collectifs de travail à se poser la question. Le télétravail est maintenant dans le paysage, 2 jours par semaine. Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que c'est la bonne option? Est-ce que c'est une bonne pratique? Est-ce qu'il faut l'étendre? Est-ce qu'il faut introduire des règles de prise de parole, des règles de présence? Quid des locaux que nous utilisons moins ou plus? Voilà. Donc, j'ai fait appel à une notion qui m'est très chère, c'est la notion de futurible. C'est-à-dire, c'est un néologisme qui a été forgé par Bertrand de Jouvenel. Qu'est-ce que c'est qu'un futurible pour Bertrand de Jouvenel? C'est la pluralité de futurs. Quels sont les futurs possibles? Le futur, pour lui, Gaston Berger avait le même propos, hein, dès les années 60, le futur n'est pas écrit, il est à construire, hein. Quels sont les futurs possibles? Donc, un parti pris résolument pluriel. Il n'y a pas un scénario, il va y en avoir plusieurs. Nous allons les livrer de manière très caricaturale. Pourquoi caricaturale? Eh bien, je dirais par provocation pour inviter le lecteur ou les collectifs de travail qui auront envie de se poser des questions sur le travail avec une dimension, avec un volet, avec une composante de travail à distance, comment l'organiser. Donc, pour faire réagir et faire, je dirais, construire, pour faire émerger effectivement ce que d'aucuns appelleraient le bon travail, c'est-à-dire un travail qui a du sens, qui est réalisé dans des conditions qui favorisent l'équilibre entre un engagement professionnel et une vie personnelle et familiale qui équilibre et qui, quelque part, je dirais, dans un effet très positif, va avoir des effets sur la vie au travail. Si je suis bien dans mes activités, dans mes hobbies et dans ma famille, eh bien, quand je serai au travail, je serai effectivement plus créatif, plus collaboratif, plus efficace, plus à l'écoute de mes interlocuteurs. Donc voilà, un parti pris, je dirais, en, en équation, je dirais, assez totale avec la notion de futurible et que je vais caricaturer volontairement. Je vais en dire quelques mots, bien sûr, dans l'ouvrage, je développe plus largement chacun de ces scénarios. Alors, je reste fidèle, bien sûr, à mon triangle, hein, SIC. Je vais avoir autour de ces 3 pôles des scénarios qui vont se focaliser, effectivement, sur d'abord les structures, les normes et les règles, avec 2 scénarios volontairement contrastés. Et puis après, on regardera les interactions et après, on regardera la culture. Donc, les 2 scénarios autour des structures, des normes et des règles, eh bien, il y a d'abord l'essor du numérique qui est l'essor effectivement du tout numérique et qui est, je dirais, le cheval de Troie d'un néo-taylorisme. Alors, bon, vous suivez les progrès des ordinateurs quantiques qui vont effectivement donner encore plus d'essor à l'intelligence artificielle. Alors, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, hein. Si vous êtes dans le monde médical, vous savez aussi bien que moi que ces dispositifs-là sont d'une très grande utilité pour un certain nombre de professions médicales, en particulier, bon, les premiers qui ont été bénéficiaires, ce sont les dermatologues, hein, et les spécialistes des cancers de la peau pour identifier de manière très fine, hein, au-delà de l'œil nu et de l'expérience, des mélanomes en train de se constituer. Mais la version, je dirais, la version négative, hein, c'est le contrôle social, c'est l'identification sociale, c'est le modèle chinois où, je dirais, vous êtes coté effectivement par rapport à votre acceptabilité et votre acception d'un modèle effectivement qui est extrêmement codifié.
Donc, il y a 4 cases, vous voyez, donc il n'y en a pas 5, hein, on ne peut pas être entre les deux. Où placez-vous le curseur? Alors moi, ce que j'aurais envie de suggérer aux lecteurs et à des collectifs, c'est de dire, c'est une double question. Aujourd'hui, où situez-vous où vous situez-vous? Je vais développer le deuxième scénario. Et puis, est-ce que vous avez envie de bouger? Est-ce que vous avez envie d'aller plus à gauche ou plus à droite? Alors, quel est le deuxième scénario? Ben, je l'ai un petit peu évoqué, c'est ces minorités actives, hein. Là, je fais référence aux travaux très pertinents. Alors, j'ai cité Norbert Alter, mais il faudrait citer en amont Serge Moscovici, qui a beaucoup travaillé sur les minorités actives, hein, qui sont effectivement des minorités qui vont, je dirais, dynamiter silencieusement des collectifs de travail en étant propositionnels, mais pas en opposition, qui vont, je dirais, faire valoir doucement, sans brusquer, des petites améliorations. C'est la stratégie un peu des petits pas. Et donc, dans ces minorités, quand ces minorités actives, je dirais, s'intéressent aux structures et aux normes, ils vont faire des bricolages organisationnels. Ils vont proposer, j'allais dire, mezzo voce, et on peut faire comme ça. Vous savez, en définitive, moi, j'ai eu un patient qui a bien apprécié la téléconsultation, où j'ai pu renseigner Madame Untel qui ne trouvait pas la réponse dans la foire aux questions. Donc là, la question qui se pose, c'est effectivement comment ces minorités actives qui favorisent des interactions vont effectivement être reconnues, comment elles vont être comment vont-elles, pardon, être validées. Valider comment? Eh bien, effectivement, pendant la reconnaissance, hein, matérielle ou symbolique. Et quand il n'y a pas ce type de reconnaissance, et vous savez ce qui se passe, hein, alors il y a 2 stratégies, hein. La première, c'est ce qu'on appelle l'exil intérieur. Ben, je fais que ce que l'on me demande. Point barre. Point barre. Le travail réel va être le travail prescrit. Rien de plus. Rien de moins, mais rien de plus. Et puis, il y a la deuxième stratégie, quand on est dans un métier en tension, je reprends une formule célèbre, je change de trottoir, hein. C'est-à-dire que je vais voir en face où on va me proposer des pratiques professionnelles qui correspondent mieux à la manière dont j'entrevois mon existence professionnelle et personnelle. Donc, je résume, où je me situe aujourd'hui, et est-ce que j'ai envie de bouger vers la gauche ou vers la droite? Deuxième pôle, on regarde les interactions. 2 scénarios là aussi volontairement caricaturaux. Le premier, c'est on va communiquer, d'accord, mais communiquer uniquement pour être efficace, hein, voilà. Donc, il s'agit de rendre compte. Je communique pour rendre compte du travail effectué, c'est-à-dire je rends compte du travail prescrit. Voilà. Donc là, je remplis un tableau Excel. Et la communication pour les bénéficiaires, eh bien, de toute façon, ils vont aller sur nos sites, il y a les forums aux questions, il y a les forums, et puis il y a l'intelligence artificielle générative. Et puis, on ne communique pas avec les bénéficiaires, c'est une perte de temps, hein, voilà. Donc, le bénéficiaire, c'est un emmerde, hein, voilà. Donc, et puis, il me perturbe, c'est de la perte de temps. Voilà. Donc là, on est vraiment à l'opposé de ce qu'on a appelé à une époque l'organisation apprenante, hein, et on est effectivement sur une société où il n'y a pas de liaison, hein, et je vous renvoie aux travaux du sociologue polonais Zygmunt Bauman qui parle d'une société liquide, c'est-à-dire il n'y a pas d'interaction. Une société atomisée, quoi, atomisée. Le contrepoint, c'est on va échanger pour coopérer. L'échange, c'est, je dirais, c'est l'énergie, c'est le carburant du travail, c'est le carburant de la production et c'est surtout le carburant de la création, de la créativité, de l'innovation. Voilà. Et donc là, on va effectivement créer des temps morts. En la limite, les temps morts sont les temps les plus productifs, quoi. Et donc, à l'encadrement, de créer des temps morts où effectivement on va débattre, on va échanger ce qui marche, ce qui ne marche pas, ce qu'il devrait faire, voilà. Et on va co-construire des savoir-faire qui vont être en équation avec, je dirais, le caractère un peu innovant, inidentifié d'un projet, quoi, hein. Quoi de mieux que d'échanger sur quelque chose qui n'a jamais été fait? Comment on s'y prend, quoi? Comment on s'y prend avec un mouton à 5 pattes, quoi, hein? Comment on s'y prend avec un mouton à 5 pattes?
l'un de nos collègues analyse les retards sur la centrale de Flamanville. Hein. Je vous rappelle qu'il y a quand même 12 ans de retard. Hein. C'est une paille entre la date annoncée de la mise en service et la mise en œuvre effective de la centrale qui est annoncée. C'est le dernier carat, hein, c'est septembre 2024. Une des causes, bien sûr, il y a des causes industrielles, hein, mais pour lui, il y a une des causes, c'est la non-coopération, les non-échanges entre les différents corps de métier et entre, je dirais, les donneurs d'ordre et les entreprises sous-traitantes qui sont elles-mêmes des sous-entreprises sous-traitantes. Donc voilà, donc ces problèmes de coordination et de coopération seraient un des facteurs importants des retards consécutifs dans la mise en place de la centrale. Dernier point, paire de scénarios, là aussi volontairement contrasté, autour des cultures. Eh bien, un premier scénario, c'est l'éloge absolu de l'autonomie. Je suis autonome. J'ai besoin. Donc là, on a une critique effectivement extrêmement virulente de la subordination. Hein. La subordination, c'est l'enfer. Hein. Et donc, je vais me mettre à mon compte. Hein. Alors, quelle que soit la formule juridique, micro-entrepreneur. Et donc là, on voit bien jusqu'où ça mène, hein, à une espèce d'ubérisation rampante. Et alors là, on voit peut-être dans ces processus-là, hein, qui dans un certain nombre d'univers professionnels, je dirais, fleurissent, eh bien, le garde-fou, c'est un chef de projet qui, je dirais, face à l'autonomie euh, évoquée et proclamée par chaque membre de l'équipe, être celui qui va effectivement être le garant de la finalité, quoi. C'est lui qui tient les rênes, quoi, hein, et surtout si le chantier est complexe. Donc on lui souhaite bonne chance si effectivement face à lui, il a une équipe dans laquelle la valeur suprême et les pratiques, c'est l'autonomie à tout prix. Et donc là, tant pis s'il y a des liaisons, hein, au sens où il n'y a plus de lien, il n'y a plus de... ce qui compte, c'est moi je, quoi. De l'autre côté, on a des adocraties où au contraire, il faut adhérer à la culture. On est dans une espèce de fusion. C'est-à-dire que à deux pas, on est un peu dans des dimensions qui vont être à la limite des dimensions un peu sectaires, quoi. C'est-à-dire que si vous adhérez pas à la culture de l'organisation, si vous ne vous soumettez pas aux rites, aux tabous, eh bien, on va un peu vous exclure, quoi. Alors, ces adocraties, alors je ne parle pas des sectes, parce que là, c'est un modèle qui n'a pas sens par rapport au monde du travail, mais Michel Lallemand a passé un an et des poussières aux États-Unis, et il a regardé effectivement des communautés, hein, où effectivement on rentre si on adhère, hein, des espèces de tiers-lieux très structurés culturellement, où il y a énormément d'échanges. Ah, c'est très bien, on est tous copains, mais si tu n'échanges pas, si tu n'es pas dans, je dirais, dans le don et le contre-don, on revient à Marcel Mauss, hein, si tu n'es pas dans le don et le contre-don, on te pousse dehors, quoi, on te pousse dehors. Et donc là, j'en étais amené à dire dans ces adocraties où c'est ultra dominant, est-ce qu'on est dans l'Éden, une espèce de paradis où tout le monde est gentil, un peu le monde j'allais dire presque des bisounours, hein, où on partage les savoirs et les savoir-faire, rien n'est caché, tout est sur la table, l'entraide est permanente. Ou bien est-ce qu'au contraire, on est en enfer? C'est-à-dire que si on n'adhère pas à ces dimensions-là, d'abord, on va être un peu mis sur le côté, on va être ostracisé, et puis, in fine, on va être mis dehors, quoi. Et donc, ces univers adocratiques, il faut les regarder, je dirais, un peu comme une pièce de monnaie. Il y a le recto et le verso, quoi, hein, Éden ou enfer. Je vais conclure en disant, eh bien, nos sociétés, quand on regarde un petit peu ce que nous disent nos 55 entretiens, et puis là, je me permets d'avoir en recul, puisque je continue à regarder ce qui se passe. Moi, ce qui me paraît important de souligner au jour d'aujourd'hui, c'est que subrepticement quand même, nous allons vers une société duale. C'est-à-dire d'un côté, des personnes qui vont pouvoir effectivement tirer bénéfice personnel, professionnel, social, en termes d'identité, des opportunités du travail à distance et des facilités qui permet, y compris de quitter des univers urbains peu accueillants. Et de l'autre côté, un certain nombre de professionnels
quel que soit leur statut, hein, ce n'est pas simplement une question de statut, je ne le réfère pas uniquement aux personnels qui sont précaires, je dirais c'est multifactoriel, hein, je l'ai évoqué, travail précaire, travail pénible, travail avec des horaires multiples, travail de nuit, travail cadencé, travail organisé de manière instrumentale, hein. Je regardais encore cet après-midi la personne qui, dans notre quartier, livre le journal le soir. Je veux dire, son travail, il est complètement dicté par un ordinateur. Et donc, on a le risque d'une société duale, hein, d'une société à deux vitesses. Et je crois que c'est le grand défi à la fois au sein des entreprises, parce que ce clivage, il est sociétal, il peut être sociétal, il est de mon point de vue en train de s'installer, mais il peut aussi, et il est aussi présent à l'intérieur des organisations et des institutions. Donc c'est, de mon point de vue, le grand défi social, la grande question sociale, pour reprendre des termes qui avaient cours au XIXe siècle, qui est devant nous. Voilà, je voulais maintenant vous remercier pour donner la parole à un de mes personnages préférés, ce chat inénarrable. Le futur commence immédiatement à la fin de cette phrase. Je vous remercie pour votre attention. Voici le temps des débats et je laisse visible les références de notre ouvrage. Vous pouvez donc l'acquérir en toute sécurité en allant sur le site de notre association, donc Pourquoi se lever le matin, vous allez avoir la possibilité d'acquérir l'ouvrage à travers un paiement sécurisé. Et votre serviteur, à travers l'adresse postale que vous laisserez, se fera un plaisir de vous l'adresser sous 24 heures. Voilà, vient le temps des questions qui va être administré, je pense, par Dominique et Pierre, je ne sais pas, en tout cas, moi, je vais arrêter le partage d'écran et je vais revenir vers vous. Merci, François. Non, Dominique, tu as coupé ton micro. Voilà, j'ai remis mon micro. Merci François, enfin, je pense que c'était très éclairant. Enfin, et moi, je ne vais rien dire si ce n'est peut-être proposer la parole à nos participants par des questions, des commentaires, des observations, des controverses éventuelles sur ces observations. Alors, ouais. Moi, Elisabeth. oui, Oui. d'abord, je vous remercie beaucoup parce que j'ai trouvé ça absolument passionnant. C'est peut-être une question qui est à côté, mais je suppose que ça a produit beaucoup de changements sur les personnes qui ont fait ces récits. Et est-ce que vous les suivez? C'est-à-dire, est-ce que vous les revoyez après et est-ce qu'elles arrivent à transbahuter ces changements dans leur entreprise? Alors, ouais, très modeste, hein, très modeste. Je l'ai dit, mais de manière très, très habile. Nous avons organisé pour certains de nos interlocuteurs ce qu'on a appelé des post-scriptum, qui sont d'ailleurs sur le site, vous pourrez les lire, hein. Donc, c'est-à-dire notamment par rapport aux personnes que nous avons pu rencontrer au début du travail à distance. Nous leur avons demandé, et maintenant, 6 mois après, 8 mois après, comment ça se passe? Donc, on a quelques traces de la manière dont a été vécu, je dirais, sur le moyen terme, le travail à distance, la mise en place ici ou là du travail hybride, des reculs, etc. Pour les entretiens qui ont eu lieu sur la fin de notre période d'observation. Là, au contraire, très largement, les entretiens ont été extrêmement riches sur, je dirais, une évocation chronologique. Qu'est-ce qui a bien marché? Quelles ont été les erreurs? Quelles ont été les impasses? Quelles ont été les déceptions? Quelles ont été au contraire les marches en avant? Par exemple, comment en fait le travail, par exemple, le travail en présentiel a été revalorisé? Hein, le travail présentiel a été revalorisé. Comment on a créé un peu plus d'espace de débat? Comment, par exemple, alors qu'on avait un système de présentiel et distanciel à la carte, comment à un moment donné, on s'est dit, dans certains univers, en définitive, il faut créer une règle, c'est-à-dire, par exemple, qu'il y a un jour par semaine de présentiel et ce jour, il n'est pas à la carte. C'est pas le mardi pour Pierre, le jeudi pour Martine, c'est systématiquement le mardi ou le jeudi, pour effectivement ancrer effectivement un vrai présentiel de coopération.
Je sais pas, mais ça, c'est une question que nous allons traiter. Je pense, nous venons d'identifier, c'est en train de se faire, hein, notre séminaire présentiel annuel qui aura lieu en juin. Peut-être que, et je vous remercie, peut-être qu'effectivement, il y a un chantier à réactiver, de revoir effectivement peut-être un certain nombre de nos interlocuteurs, pratiquement maintenant 2 ans après, pour leur dire, et alors, comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui marche pas? Est-ce que vous avez des regrets? Comme dit l'autre, si c'était à refaire, qu'est-ce que vous feriez? Voilà, mais merci pour cette piste. Encore une fois, hein, allez sur le site, vous lirez D'accord. quelques post-scriptum avec une grande diversité, quoi, hein, qui fait l'écho des situations sur lesquelles nous avons essayé d'avoir une parole, je dirais, une parole un peu construite, quoi, avec beaucoup de modestie, hein, j'insiste beaucoup, hein, beaucoup de modestie de notre part. Merci, François. D'autres questions? Ah oui, Christian, tu lèves la main, je vois une petite main. Vous m'entendez? Oui, Oui, oui. parfaitement. Là, enfin, là, tu viens de couper ton micro. Non, c'est bon. Vas-y. Non, il a coupé. Là, tu as recoupé ton micro. Ça, c'est les joies de… De On a l'informatique. perdu l'habitude. On a perdu Du l'habitude. numérique. Du numérique, non, mais ça fait justement un peu partie de la Vas-y, question. on Parce que t'entend. On t'entend. la question que je voulais vous poser, c'est, enfin, il y en a deux. C'est, premièrement, est-ce que vous pensez que c'est seulement le télétravail qui crée tout ça? Parce que moi j'étais responsable en fait de l'Institut des métiers d'Orange, et puis auparavant directeur du management. Et puis c'est des choses que quand même on sait, c'est que la crise du travail, c'est pas de l'époque du Covid, c'est bien avant. Bien sûr que si. Et d'une certaine manière, la crise du Covid, elle fait un peu exploser la situation. Tout à fait. Ça, c'est la première question. La deuxième, c'est par rapport à vos scénarios. C'est Oui, moi, j'avais fait des études et on avait fait faire une étude à Orange par François Dupuis sur qu'est-ce qui s'était passé dans oui. dans la mise entre guillemets en télétravail. Il faut Ah, ouais, remarquer que chez nous à Orange, on a mis 30 ou 40 000 personnes en télétravail du jour au lendemain. Jean, ouais. Et le constat fait, aussi bien par moi-même, parce que j'ai fait peut-être 100 ou 200 entretiens, et puis François Dupuis avait fait à peu près la même chose, c'est que d'une part, les gens ont tout reconstruit très rapidement. Alors c'est ce que vous avez nommé avec Norbert Alter, les initiatives, mais le deuxième constat qui est lié, c'est que ça a été arrêté pratiquement immédiatement. Oui, oui. Oui, oui, et ça, oui, Le retour alors il y a toujours un débat oui. sur le télétravail, 2 jours, 3 jours, et cetera, et cetera. Par contre, sur les modifications organisationnelles, en tout cas, moi, dans les entreprises que je connais, hein, je ne dis pas que c'est partout pareil, hein, on n'a pas su, en 2020, prendre acte du fait que les gens avaient réinventé des choses qui étaient en plus, vous l'avez dit, hein, moi, ce qui m'avait complètement éberlué et vous avez fait une citation d'une personne, tout à l'heure dans votre exposé qui le disait, c'est que les gens se sont battus pour que ça marche et pour que le monde marche. Ça, c'était un truc tout à fait étonnant. Par rapport à tous les gens qui disent: «Mais les gens, ils ont qu'à faire leur travail et puis se taire», c'est exactement à l'inverse qui s'était produit, hein. Mais le malheur, c'est qu'on n'a pas pris en charge. Oui, vous avez tout à fait, enfin, je valide complètement et je dirais que alors d'une part sur la crise du travail, je vous donne complètement acte de la crise du travail et de mon point de vue, en lisant les entretiens, je pense qu'il y a un effet d'accélération. Je veux dire, il y a un effet d'accélération, mais je dirais la crise, elle était sous-jacente. Je vous renvoie, par exemple, aux travaux de Dominique Méda qui datent de Oui, maintenant oui, de tout près à fait. de plus de 25 ans, quoi, hein. Bon, et qui touche pas simplement, je dirais, le tertiaire et qui touche pas simplement la France, même si la France, dans toutes les études comparatives, je dirais la crise sur le sens du travail est assez massive, hein. Bon. Sur l'aspect de la prise en compte de ces innovations ordinaires qui ont été Mmh. dans des univers de travail très différenciés, le monde de l'hôpital, on a fait un travail avec des hospitaliers, alors à la fois des médecins, mais des infirmières, des aides-soignantes, etc. C'est aussi une partie que vous pouvez lire sur le site, hein. Il y a eu la mise en évidence de manière magistrale de l'éthos du travail, qui était bousculé par des directions qui n'avaient comme point de repère que des indicateurs de tableau Excel.
Et là, il y a des entretiens qui sont extraordinairement forts, extrêmement, je dirais, percutants, où il y a eu des prises de pouvoir par des équipes de soignants à l'encontre des équipes de management portées par des non-médecins qui voulaient imposer effectivement des pratiques d'avant le Covid, qui n'avaient pas pris en compte effectivement le caractère exceptionnel et critique de la situation en pandémie. Je vous renvoie, si cette dimension-là vous intéresse particulièrement, à l'ouvrage autobiographique de Margot Smirdet qui s'appelle Mon bloc du carreau. Elle raconte, je dirais quasiment jour par jour, la manière dont elle, docteur anesthésiste réanimateur, donc je dirais au plus près des situations de crise, hein, au plus près des situations de crise. Elle va aller volontairement à Strasbourg, au plus fort de la pandémie, où les équipes sont submergées. Elle va donner son temps de travail, son savoir-faire là. Donc là, vous avez effectivement, de manière extrêmement, je dirais, avec un effet de loupe, et puis vous avez effectivement, quand elle revient dans son univers de travail, comment effectivement, là, d'autres modes de coopération, avec une pression un peu moins forte, se sont mis en place. Donc effectivement, ce qui a, je dirais, la perte effectivement de ces innovations qui sont portées par un ethos du travail très fort, alors qui est massif, hein, chez les soignants, qu'on va retrouver chez un certain nombre d'institutions qui ont affaire avec des bénéficiaires qui sont dans des situations fragiles. Hein. J'évoquais Pierre qui distribue le journal tous les jours dans un territoire rural parce qu'il pense que sa présence, simplement le fait d'être vu quelques instants, participe effectivement je dirais, de la bonne santé mentale de personnes âgées qui sont isolées. Ou j'ai cité ces travailleurs, ces jardiniers en insertion qui ont besoin effectivement d'une présence. Là, je dirais que les directions et les cadres intermédiaires, ils n'ont pas toujours été à la hauteur. Ils n'ont pas toujours été à la hauteur et ils ont été parfois prisonniers de vieux réflexes qui les rassuraient, quoi. Et on a là, je dirais, des logiques de sécurité qui ont été contre-productives, Et du coup, et je reviens sur ce que disait Norbert Alter il y a très 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 longtemps, et la lassitude de l'acteur innovant. C'est un article, je crois, des années 80. Qu'est-ce qu'il dit? Eh bien, il dit quand l'acteur innovant n'est pas écouté de manière durable, que ce soit symboliquement ou matériellement, eh bien, il se replie. Il va dans de ce qu'on a appelé l'exil intérieur. Et là, c'est une perte majeure. C'est une perte pour l'individu, parce qu'en termes d'identité, c'est une blessure profonde, mais c'est aussi une perte pour l'organisation. C'est-à-dire que son savoir-faire, sa capacité de création, d'innovation, eh bien, elle est mise entre parenthèses. Oui, moi j'ai plutôt une remarque qu'une question et ça permet de ne pas avoir de réponse à me donner. Je voulais simplement vous dire que l'ITMD avait fait au début un travail un peu de cette nature et je retrouve assez bien ce qu'on avait mis en évidence avec vos travaux qui sont certainement plus fouillés et plus riches que ce qu'on a pu faire. Et je trouve qu'il y a une tonalité, ce qui me paraît sympathique, c'est qu'il y a une tonalité assez positive. C'est équilibré, mais votre diagnostic est quand même assez positif. On sent que le télétravail a apporté quelque chose dans ce Oui, travail. pour des franges importantes de la population française, notamment dans le tertiaire, et le tertiaire, je dirais, un petit peu, où il y a effectivement oui, de la création, il y a et je pense pour les femmes, pour les mères de famille, je pense qu'une partie des gagnants de la démarche, j'ai pointé hein, les difficultés d'un certain nombre de femmes qui ne peuvent pas faire du télétravail, à contrario, et les mamans qui peuvent faire du télétravail ont vu effectivement leur quotidien, je dirais, réorganisé et réaménagé. Donc là, on a effectivement des gagnants de la démarche. Alors, Ce qui est tout à fait exceptionnel de vivre maintenant. simplement, je vais vous couper parce que sinon je vais être coupé. La remarque que je voulais vous faire, c'est que je trouve que votre dernière planche n'est pas du tout à l'aplomb de toute votre présentation. Votre présentation montre plutôt un aspect positif dans l'affaire et votre dernière planche, c'est le choix entre la peste et le choléra. Hein, c'est une autonomie Mais écoutez, il y a des vaccins, hein, il y a qui des vise à vaccins une maintenant. ubérisation massive Il y et a de des l'autre vaccins. côté une adocratie qui, au fond, dans votre tête, est l'enfer. Alors, Non, elle peut je être au trouve que contraire. Ah non, ça peut être un je paradis. trouve qu'il y Ça a, peut être il y un a peut-être à, paradis. il y a peut-être à trouver un troisième scénario un peu plus espérant que désespérant. Voilà. Alors, Moi, j'ai Dans trouvé, votre pour dire juste peut-être, et après je laisse la parole à Jean-Pierre, extrêmement intéressant l'idée des scénarios avec leur polarité. C'est Oui, ça voilà. qui est une manière de se positionner en se disant où Voilà. sommes-nous Bien sûr. aujourd'hui et où voulons-nous aller.
Je Où trouve que voulons-nous c'est aller et quels moyens et élément voilà, et qu'est-ce que nous nous donnons oui, pour faire pour faire bouger bouger ça, hein, le pour faire gradient bouger ça. vers la gauche ou Oui. vers la droite, hein, soit Et donc c'est individuellement, un en termes de outil collectif. réflexif que je trouve tout à C'est fait pas très, très, pertinent très, très. et non, mais voilà, c'est très clair et très Je simple pense que et ça peut et participer voilà. d'un travail réflexif individuel et Oui, collectif. En tout cas, c'est modestement individuel ce et que j'essaie collectif et je de, trouve que j'essaie de faire. voilà et ça devrait, voilà, peut-être, Pour information, diffuser. Alors Jean-Pierre, en pour conclusion. information, il est en train de se préparer une norme expérimentale sur l'ergonomie et le télétravail. Ah oui, bah, oui, sûrement. Et donc, ça serait très intéressant Oui. que nous partagions des ateliers. Je peux vous apporter ce que j'ai comme information sur cette norme et peut-être aller voir ces ergonomes qui ont décidé Oui. de faire cette Oui, norme on pourrait n'a faire une pas de masterclass. sens de mon point D'accord. de vue. Et on pourra Alors, avant que la technique prenne le dessus, prenne la main, euh, peut-être qu'on peut conclure et remercier très chaleureusement François pour son C'est moi qui vous intervention d'une remercie très de grande votre. clarté. Non, Vraiment, non, non, d'une non, très de grande clarté. votre participation. Vraiment Donc, je rappelle hein, que la diaporama sera proposée à l'ensemble des disponible. Oui, participants. Vous oui, faites-en l'usage oui, que vous voulez, mentionnez oui, les références, allez voir le site de la compagnie, lisez des oui. récits, Et le lisez site les de récits l'UTMB. sur le télétravail, mais lisez aussi d'autres récits sur les soignants. Voilà. Et Donc, lisez un le très livre grand de merci pour votre François. invitation. Et lisez Très le bonne livre de soirée François, vous et encore une serez. fois, bonne année et au plaisir d'échanger avec vous de manière. Merci merci. vraiment à tous. Jean-Pierre, merci. Merci à tous et à très bientôt. Le Oui, prochain merci. masterclass au CNAM le 31 janvier en Oui, présence. en présentiel, exclusivement en Ouais. présentiel. C'est Mhm. une autre modalité. À très bientôt. Bonne À soirée à bientôt. vous. Merci. Au Au revoir. revoir. Au revoir. Au revoir à tous. Au revoir.